Bonjour à tous et à tous. Pour placer un peu le contexte, au XXe siècle, l'humanité a gagné à peu près 40 ans d'expérience de vie, et ça dû à différents facteurs qui sont divers, mais donc les principaux sont plutôt bien connus. La première, c'est la découverte et la généralisation des antibiotiques, avec typiquement en 1920 la pénicilline et sa généralisation dans les années 40. La découverte et la démocratisation des vaccins, donc je pense que c'est le meilleur lieu pour dire à tous merci Pasteur. Les progrès des conditions sanitaires, les progrès en hygiène, des pratiques d'hygiène et les progrès dans les différentes politiques de santé publique. Aujourd'hui, c'est un point où on a oublié à quel point il est facile de mourir d'une infection quand on a accès aux produits désinfectants et aux antibiotiques. Or, dès le début de la génération des antibiotiques, les bactéries se sont adaptées pour développer des résistances. À tel point que les récits de science-fiction présentant un monde dans lequel on n'a plus accès à des antibiotiques efficaces ne sera peut-être bientôt plus à classer dans la catégorie post-apo, mais dans la catégorie anticipation, voire en littérature blanche. Donc durant cette table ronde, on va essayer de comprendre pourquoi et comment l'humanité doit anticiper et combattre efficacement la menace des bactéries multirésistantes pour éviter une crise sanitaire mondiale. Rien que ça. Et le tout en 1 heure. Il va falloir être un peu affûté, et j'espère que vous avez pris un bon café ce matin. Mais heureusement, avec nous, on a 2 intervenants qui s'y connaissent plutôt bien sur le sujet. On a avec nous donc Paola Arimondo, qui est directrice de recherche à l'Institut Pasteur. Elle y dirige l'unité de chimie biologique épigénétique, ainsi que le département de biologie structurale et de chimie. Elle travaille donc à l'interface entre la chimie et la biologie, et cherche à comprendre les mécanismes de régulation épigénétique, pour reprogrammer les cellules cancéreuses, pour combattre les maladies infectieuses et déjouer les résistances aux anti-infectieux. Et avec nous également Nicolas Fortanet, qui est sociologue à l'INRAE, spécialisé dans la question liée à la santé animale, aux politiques de régulation des médicaments vétérinaires et à la sociologie des professions vétérinaires. Et ses travaux portent notamment sur la régulation des antibiotiques en élevage et l'antibiorésistance. Donc, pour lancer cette table ronde, moi j'aimerais commencer par poser un peu les termes du débat pour essayer un peu de connaître l'ennemi. Et du coup, je vais poser ma première question à Paola. Quand on parle d'antibiorésistance, on entend la résistance aux bactéries, enfin des bactéries aux antibiotiques. Mais est-ce que le problème de développement des résistances au traitement se limite uniquement aux seules bactéries, ou bien est-ce que d'autres agents infectieux sont concernés et peuvent être potentiellement dangereux ? Bonjour à tout le monde, merci pour l'introduction. Donc en fait, non, c'est pas que les bactéries, c'est tous les microbes. Donc il faut penser aussi aux parasites, aux champignons, aux virus. Donc la résistance, c'est un problème général. Les microbes s'adaptent, donc on traite avec des molécules chimiques, et ces molécules chimiques qui peuvent être d'origine naturelle ou synthétique. Peu d'importance, en fait. Les microbes ont une capacité, ils prolifèrent très vite, ils ont une capacité de s'adapter. Et en s'adaptant, c'est pour combattre l'ennemi qui veut les tuer, et ils arrivent donc à survivre avec différents mécanismes. La malaria, c'est quelque chose vraiment, par exemple, c'est considéré un des plus importants avec la tuberculose pour la résistance. On parle au-delà d'antibiotiques, d'agents antimicrobiens, donc contre toutes les microbes. Et donc, par exemple, la malaria, c'est un cas, ça concerne pas la France, c'est sûr, mais ça concerne énormément des pays. Et avec les changements climatiques, il faut pas oublier que peut-être ça va nous concerner aussi. Par exemple, il y a les nouveaux médicaments qui ont été introduits il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une dizaine d'années, et déjà il y a une résistance qui a d'abord apparu en Asie du Sud-Est et ensuite maintenant est mondiale. Donc c'est un problème majeur. Je ne sais pas si l'année dernière dans les journaux vous avez vu pendant l'été, il y avait une alarme aux États-Unis dans les hôpitaux pour cette fois-ci un champignon, la Candida aureus, qui est un champignon très résistant. D'ailleurs, il y a très peu d'antifongiques. Les antifongiques ont été beaucoup utilisés, ça Nicolas pourra vraiment rebondir là-dessus, dans l'agriculture, etc. Et en tout cas, il y a peu aujourd'hui médicaments contre les champignons. Et l'été dernier, c'était une crise majeure aux États-Unis dans les hôpitaux. Et c'est les États-Unis. Donc non, ce n'est pas que restreint aux bactéries. L'antibiotique, on a plus l'habitude, mais il ne faut pas oublier que ça concerne aussi, et les virus aussi. Il y a un problème de résistance, comme par exemple pour HIV, etc. Et du coup, ces résistances, elles se fondent sur quel mécanisme ? Et est-ce que c'est les mêmes pour tous les infectieux ?
En fait, il y a différents types de mécanismes. Donc, il faut imaginer, je vous ai dit, principalement, c'est des molécules chimiques, petites molécules chimiques. Donc, les microbes peuvent décider de trouver un moyen de l'expulser. Donc, augmenter l'expulsion du produit chimique. C'est une façon, par exemple, de créer de la résistance. Ou sinon, ils ont des cibles, les cibles dans les pathogènes, et ils peuvent modifier la cible. Il peut y avoir des modifications génétiques de la cible, c'est-à-dire on ne code plus la même cible, on change, ou on peut faire des modifications chimiques sur la cible, sur la protéine cible, et de façon telle que l'antibiotique ne s'effixe plus. Ça, c'est des mécanismes, par exemple, assez classiques. Il y a aussi une autre façon, c'est essayer on dit métaboliser la molécule chimique, l'antibiotique ou l'agent anti-infectieux, c'est de les modifier chimiquement pour qu'ils ne marchent plus, ou les dégrader. Donc, ils développent plusieurs types de mécanismes et ça dépend de la molécule chimique, ça dépend du pathogène, ça dépend de la cible, et il y a différents types de mécanismes. Et du coup, les conséquences en termes de santé, alors je vais dire santé individuelle, on le voit assez vite, c'est-à-dire que si on est concerné par la résistance, on va le sentir passer très vite, et en termes de santé aussi publique, du coup. Bonjour d'abord, et merci beaucoup de m'avoir proposé de venir, je suis ravi d'être là. Oui, enfin déjà en termes de santé publique, c'est un enjeu majeur. Après, c'est un enjeu qui, à mon avis, qui souffre aujourd'hui d'une difficulté de publicisation, de politisation, de médiatisation, et qui, ce que Paola disait sur quelle est votre première question, c'est-à-dire est-ce qu'on parle d'antibiorésistance, d'antimicrobiorésistance, enfin le terme anglais c'est antimicrobial resistance, mais en fait c'est un proxy pour dire résistance aux antibiotiques le plus souvent, alors qu'en fait le problème est beaucoup plus général que ça et tous les antimicrobiens peuvent être concernés, en tout cas sont concernés aujourd'hui à divers degrés par cette problématique de la résistance microbienne. Et donc effectivement, on sait, ça inclut beaucoup de confusion, moi aussi, je crois, sur de quoi on parle, sur ce sur quoi il faut se mobiliser prioritairement. Aujourd'hui, la séance, et de toute façon, de manière générale, le terme français, c'est antibiorésistance, donc on parle vraiment de la résistance aux antibiotiques, et c'est clairement le médicament et du coup le microbe, à savoir les bactéries qui sont vraiment concernées par la mobilisation publique, par les tentatives de chiffrage des conséquences sur la santé publique, etc. Mais par contre, quand on va regarder les grands indicateurs qui ont été construits, je pense au rapport O'Neill il y a quelques années, qui a été un moment majeur pour essayer de mobiliser la communauté, pas seulement scientifique, mais aussi politique, industrielle et professionnelle de santé au niveau mondial. Aujourd'hui, qui prophétisait les 10 millions de morts à l'horizon 2040, 2050, je ne sais plus quoi, 2050. Si on ne faisait rien, par an, 10 millions de morts par an à l'horizon 2050. En fait, il est aussi parfois en partie critiqué parce qu'il met là-dedans... Alors, il se mobilise sur la question des antibiotiques, mais dans les 10 millions de morts, en fait, il y a essentiellement malaria et tuberculose. Bon, tuberculose, ça reste une bactérie, mais il y a beaucoup de confusion, alors que l'histoire de la malaria, c'est connu, évidemment. Enfin, c'est un problème de santé globale qui fait l'objet d'interventions depuis longtemps. Aujourd'hui, on a des chiffres... alors, après, là-dessus, peut-être que Paola est plus carré que moi, mais je crois qu'une des grandes études, c'est l'étude du Lancet, là, qui est parue il y a quelques années, qui distingue un peu, avec des confusions aussi, un peu comme pour le Covid, c'est-à-dire, je crois qu'on est aujourd'hui, ça a été avéré en 2019 ou en 2020, 1,3 million de morts sur l'année, de décès directement liés à l'antibiorésistance, et entre 4 et 5 millions de décès associés à l'antibiorésistance. On retrouve un peu la même problématique avec le Covid, c'est-à-dire est-ce que c'est le microbe ou les comorbidités associées qui sont la cause du décès. Donc, c'est un problème qui est difficile à chiffrer, et je pense que c'est aussi, en grande partie aussi une des raisons de ces difficultés à mobiliser. Et pas seulement, et je pense que s'il est aussi difficile que ça à chiffrer et à mobiliser, peut-être que j'anticipe sur d'autres éléments, je ne vais pas aller trop loin sur les questions un peu de cadrage, de comment les institutions s'en chargent, etc., le prennent en charge, mais c'est aussi que antibiorésistance, ce n'est pas une maladie en fait. Il y a une confusion, c'est-à-dire qu'il y a des malades, des bactéries résistantes, mais
les malades, ils ont la malaria, ils ont la tuberculose, ils ont une infection à Escherichia coli, une infection à une salmonelle résistante, etc. Mais contrairement aux grandes maladies infectieuses, on parle du Covid, on parle du sida, on parle d'autres choses qui là, vraiment sont désignés par un pathogène en particulier, et les malades, les patients peuvent se reconnaître. Souvent d'ailleurs, c'est le pathogène qui donne le nom à la maladie, etc. Là, l'antibiorésistance, comme tu nous l'as rappelé, c'est un mécanisme, je vais dire moi, biologique ou biochimique chez les microbes, chez les bactéries, qui résistent à des médicaments. Mais voilà, ça peut toucher toute forme de pathogène et donc toute forme d'infection. Et c'est difficile aussi de faire comprendre ça. Je n'anticipe pas trop sur peut-être d'autres points qui viendront après, mais ouais, c'est... Non, mais ça pose une question intéressante qui est comment est-ce qu'on... Si on a tant de mal, on va dire, à caractériser le périmètre, justement, entre guillemets, du problème, ou de ce que c'est que l'antibiorésistance, c'est comment est-ce qu'on surveille ça? C'est-à-dire comment est-ce qu'on caractérise, par exemple, le degré d'efficacité d'un antibiotique, le degré de résistance de certaines bactéries, comment est-ce qu'on surveille ça? Donc, au sens de la technique d'efficacité de certains médicaments, mais également de la propagation de ces résistances. Parce que, pareil, l'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est tous touchés de la même façon, dans le sens où tous les pays du monde... Alors, peut-être je vais revenir juste à quelque chose d'important. Les antibiotiques ou les agents antimicrobiens sont utilisés finalement, ça fait partie des outils de la médecine moderne. Donc, ça, effectivement, sont utilisés pour traiter les infections, mais aussi quand il y a une infection virale, aujourd'hui on l'utilise aussi quand il y a des co-infections. Pour les patients qui sont traités des cancers, par exemple, les antibiotiques sont utilisés et sont très importants. Pour les patients immunodéprimés, pareil. En fait, c'est utilisé couramment. C'est utilisé aussi dans l'agriculture. C'est utilisé aussi pour les animaux. C'est utilisé dans l'environnement. Donc, en fait, c'est vraiment notre quotidien. Et imaginez un monde sans antibiotiques, c'est inimaginable. Donc, c'est un problème vraiment global des santé. Parce que pour ce qu'on vient de dire, vous imaginez si vous allez chez les dentistes, souvent, vous prenez un antibiotique, des fois en prévention avant ou des fois après, etc. Et bien, s'il ne marche plus, votre antibiotique, votre visite chez les dentaires, l'intervention dentaire va devenir à risque. Une grossesse, par exemple, à le moment de l'accouchement, vous savez que c'est heureusement, avant il y avait beaucoup de mortalité, mais non, les choses se sont beaucoup améliorées, ça peut devenir à nouveau à risque. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a vraiment besoin de façon globale. Et donc si je reviens au point, donc en fait, si tu peux me rappeler juste un instant. Comment est-ce qu'on suit justement l'évolution de l'antibiorésistance, aussi bien d'un point de vue... Oui. Oui. En fait, donc il faut imaginer que ces microbes peuvent voyager facilement. Donc vous avez vu avec le Covid, je pense que tous a été impressionnés de voir comme presque on pouvait suivre où étaient les avions et les Covid qui suivaient avec les avions et les différents variants des virus. C'est un peu pareil, hein. Les microbes on ne suit pas finalement, mais on peut suivre. Et effectivement, on voyage, ils sont partout, ils sont dans l'environnement, dans les sols. Donc effectivement, c'est une facilité de transmettre aujourd'hui beaucoup plus importante. Donc la surveillance dans la lutte, parce que finalement on va y arriver à la fin, il faut vraiment mettre en place une lutte contre l'antimicrobiorésistance pour pas arriver aux 10 millions de morts qui sont très larges en 2050. La surveillance, c'est un point clé. C'est vraiment très important. Il faut une surveillance, et je pense que la France, c'est plutôt bon, mais il faut améliorer. Mais en tout cas, essayer de suivre les patients. Donc, dans les hôpitaux, les patients sont suivis. Il y a des projets qui sont financés dans les cadres des programmes de recherche nationaux qui, justement, essayaient de récolter, de faire des banques de données de tous les données de tous les hôpitaux. Donc c'est un chercheur de Pasteur, par exemple, qui coordonne ces projets-là. Et l'idée, c'est effectivement de mettre en commun, de faire des banques, des suivis, de suivre, aussi détecter l'émergence. Pourquoi pas suivre dans les eaux, donc mettre en place des projets, des préventions. Et la surveillance, c'est clé. Mais dans la surveillance aussi, on peut peut-être aussi commencer à développer des nouveaux outils de diagnostic, de détection, des biomarqueurs. Et ça, les Covid nous a ouvert les portes. Et donc, c'est intéressant. Il y a encore plein de choses à faire. L'intelligence artificielle peut y rentrer aussi. Et ça, il faudrait aussi le faire au niveau global. Et en France, on a l'avantage, on a des centres nationaux de référence. Bon,
certains sont à Pasteur, où justement ils suivent les patients. Donc il y a un suivi des patients pour essayer de monitorer et suivre. La surveillance est fondamentale. C'est juste pour ajouter sur cette question de la surveillance, mais sur la partie agricole, qui est aussi extrêmement importante, puis environnementale, tu l'as un peu mentionné, mais il existe des dispositifs similaires. Donc on essaye effectivement de suivre certaines bactéries particulières, et donc il y a des prélèvements qui peuvent être faits en élevage, qui peuvent être faits notamment en abattoir aussi, donc que ce soit... En France et en Europe, évidemment, il y a toute une réglementation de toute façon qui oblige ça, et c'est fait par l'ANSES qui tous les ans produit des rapports qui permettent à la fois effectivement de suivre l'évolution des résistances bactériennes, et ça donne effectivement aussi des indicateurs, des indices sur ensuite quelles recommandations en matière de bonnes pratiques d'usage d'antibiotiques il faut préconiser pour essayer de maîtriser ces résistances. Alors ça implique aussi de l'autre côté de ne pas suivre que les bactéries, mais aussi suivre les prescriptions d'antibiotiques, des dispositifs cette fois qu'on appelle souvent de monitoring. Alors ça se fait plutôt très bien, je pense, en médecine humaine, avec les données de la Sécu. Forcément c'est plus complexe en médecine vétérinaire, où il n'y a pas évidemment un organisme public comme ça qui centralise, mais en France le dernier plan éco-antibio a mis en place un dispositif de monitoring des prescriptions vétérinaires, d'antibiotiques, j'entends. Ça se fait dans pas mal de pays européens aussi, donc ça avance. Parce que peut-être une des choses, je sais plus si on l'a dit clairement, mais on va forcément y venir, mais un des facteurs principaux de l'émergence et de la dissémination, enfin de la montée de l'antibiorésistance, c'est quand même la surutilisation et la mauvaise utilisation des antibiotiques. C'est pas le seul. Il y a, Paula le dirait sans doute plus précisément que moi, il y a aussi d'autres facteurs, d'autres mécanismes biologiques d'acquisition des résistances que l'exposition directe aux antibiotiques. Mais ça, c'est le grand problème. Et l'outil central de la lutte, certes, c'est surveiller, c'est faire de la recherche et tout, mais c'est encadrer l'usage pour améliorer et diminuer, il faut quand même le dire, l'usage des antibiotiques, parce que tu l'as rappelé historiquement, en fait, c'est la production et la consommation massive à une échelle industrielle d'antibiotiques depuis les années 40-50, que ce soit en médecine humaine comme en agriculture. Ça s'est progressivement répandu. À chaque fois qu'il y avait des nouvelles molécules antibiotiques qui étaient découvertes, on les utilisait tout aussi massivement. On a longtemps vécu dans l'espèce de mythe parce qu'on sait qu'il y a un problème de résistance depuis les années, enfin même Fleming avait prévenu, je ne sais plus, en 46 ou 47, quand il reçoit son prix Nobel, il prévient déjà de dire mais attention, les bactéries développent des résistances, donc très vite, si on les utilise mal, les antibiotiques ils marcheront plus, et on vit dans cette espèce de mythe de renouvellement permanent. C'est pas grave, si la pénicilline ne marche plus, demain il y a eu la streptomycine, et puis après il y aura je sais pas quoi, les nouvelles générations, les céphalos, les fluoroquinolones, etc. Et on a toujours vécu dans ce grand mythe que l'industrie pharmaceutique et la recherche allaient trouver les nouvelles molécules, et que les anciennes, c'était pas grave si elles devenaient si les bactéries devenaient résistantes à ces... Et en fait, c'est pas ce qui s'est passé. Et à un moment donné, la pipeline s'est asséchée, les usages d'antibiotiques ont été tellement importants qu'on n'a pas... La course contre l'armement des bactéries, si je puis dire, a été et en passe d'être perdue, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a ça. Et justement, enfin, tu parles tu as fait la transition parfaite, merci beaucoup. Mais sur la surconsommation des antibiotiques, en particulier dans l'industrie vétérinaire, enfin agroalimentaire en général, pourquoi est-ce qu'on a autant besoin de recourir aux antibiotiques, de recourir aux intrants médicamenteux en général, parce que, alors, pareil, c'est un appel à la nature, un appel au passé, donc c'est un biais cognitif monstrueux, on est d'accord, c'est pas un argument, mais dans le passé, il y a 300 ans, on élevait bien des vaches sans antibiotiques dans tous les sens. Alors, globalement, de toute façon, je pense que ça concerne, enfin, il y a un problème spécifique qu'il faut essayer de caractériser sur l'utilisation en élevage, en médecine vétérinaire ou en agriculture. Mais globalement, et ça, je cite des collègues, des anthropologues qui ont pas mal travaillé là-dessus, le problème, c'est... Paula, tu l'as rappelé, les antibiotiques, c'est fondamental. On en a besoin. Ils ont changé notre vie.
Mais en même temps, comment ils ont changé notre vie? C'est-à-dire que c'était les médicaments miracles, les magic bullets, comme on les appelait en anglais quand ils ont été découverts. Et il y a des anthropologues, je pense à quelqu'un qui s'appelle Claire Chandler par exemple, qui nous explique comment de magic bullets, les antibiotiques sont devenus ce qu'elle appelle des quick fix, c'est-à-dire, ce que je traduis moi par des béquilles, des pansements. En fait, c'est devenu l'outil un peu réflexe pour régler tout type de situation qui peut-être nécessitait pas l'utilisation d'antibiotiques. Et en fait, les antibiotiques vont être très vite associés à des valeurs de nos sociétés industrielles contemporaines, de productivité, de rentabilité, etc. C'est-à-dire, on est malade, on prend un antibiotique, il faut retourner vite au travail, il faut que les enfants puissent retourner vite à l'école, il faut que les animaux puissent produire plus de gras, de muscles plus rapidement. L'antibiotique, c'est ce pansement contre cette béquille, contre toutes les vulnérabilités de nos systèmes sanitaires et de nos systèmes agroalimentaires qui sont parfois dues à un manque d'hygiène, à un manque d'investissement, etc. Et qui devraient en fait plutôt faire l'objet de réparations beaucoup plus structurelles, et plutôt que de mettre l'antibiotique comme une béquille à des systèmes qui ont des problèmes, mais qu'on refuse de voir comme tels parce qu'on est embarqué, si vous voulez, dans ces sociétés industrielles qui doivent toujours être plus productives, plus rapides, que ce soit pour la santé des humains comme la santé des animaux. Et donc, plus spécifiquement, effectivement, les antibiotiques se sont abondamment développés dans le domaine agricole, et en particulier en élevage, même s'il y a aussi quelques usages, notamment dans la production d'agrumes, etc., donc sur des productions végétales, mais ça reste relativement marginal. Je ne dis pas que ce n'est pas un problème, mais ça reste relativement marginal. Ça s'est développé dans les années, dès les années 50, on a commencé à notamment ajouter des petites doses d'antibiotiques à l'alimentation des animaux, des porcs, des volailles d'abord, et puis ensuite des bovins, parce qu'on s'est rendu compte que ça leur permettait on appelait ça d'ailleurs les antibiotiques comme promoteurs de croissance, ça permettait d'augmenter la productivité des élevages. Et puis les antibiotiques sont aussi utilisés à des fins thérapeutiques et préventives pour soigner, prévenir les maladies animales, ce qui est un petit peu différent, là, ce qui sont les usages plus proprement vétérinaires, qui sont donc garantis d'une certaine manière par une profession de santé. Et aujourd'hui, en France et en Europe, l'enjeu, il est là, parce qu'on a, depuis le début des années 2000, 2003 à peu près, l'utilisation des antibiotiques comme promoteurs de croissance est interdite en France et en Europe. On ne les utilise plus comme ça, on les mélange plus à l'alimentation des animaux pour qu'ils croissent plus vite. Sauf que bon, ça existe toujours en Chine, ça existe toujours aux États-Unis, ça existe toujours, je crois, en Nouvelle-Zélande. Il y a quelques pays qui ont suivi l'Europe là, ces dernières années, mais y compris des grands pays producteurs, même des Suds, le Brésil, l'Inde. Mais ça, c'est un premier enjeu, c'est vraiment d'arrêter d'utiliser les antibiotiques, même pas à des fins médicales, à des fins de productivité, de rentabilité. Donc ça c'est un grand débat, et on avance, mais évidemment, il y a encore beaucoup à faire. Et aujourd'hui, il reste aussi, d'une certaine manière, à mieux réfléchir à la façon dont les antibiotiques, et là, on pourrait aussi faire des parallèles avec la médecine humaine, et je le ferai en 2 secondes pour terminer, mais c'est-à-dire, y compris dans les utilisations médicales, notamment ce qui a longtemps été le cas, c'est-à-dire l'antibioprévention, utiliser les antibiotiques comme une couverture préventive ou assurantielle, comme on dit parfois, pour prévenir l'apparition de maladies infectieuses. Ça va plus du tout. En médecine vétérinaire, c'est interdit là depuis tout récemment. Un règlement européen de 2019 l'a interdit, et on attend encore de voir comment il va être mis en œuvre. Mais effectivement, parce que le problème de l'agriculture et de l'élevage contemporain, c'est qu'il prend des formes industrielles, c'est-à-dire intensification des élevages, industrialisation de la production, accélération, sélection des animaux, etc. Et donc on est face à des très grandes fermes qui ressemblent parfois presque au modèle usinier, des factory farms, comme on le dit parfois.
Et effectivement, c'est des facteurs d'émergence de maladies infectieuses faramineux, de concentrer des animaux comme ça, qui sont en plus poussés dans des logiques de productivité, de rentabilité, donc on se donne assez peu de marge de manœuvre pour gérer le sanitaire, etc. Et donc l'antibiotique s'est aussi imposé comme un outil pour gérer de manière préventive des grandes masses d'animaux qui tombaient très facilement malades, eu égard à leurs conditions d'existence, qui sont des conditions de production industrielle, en fait. Et donc c'est ça, il faut sortir de ça. Et bon, là, je vais me taire peut-être là, mais il faut trouver des moyens de changer aussi les pratiques d'élevage pour cesser ces usages-là. Et des choses se passent. Ça, on y reviendra peut-être après, mais voilà. Déjà, ça répond à une partie de ma question qui était, est-ce qu'on a une politique commune à l'échelle mondiale? La réponse est pas tout à fait. Mais du coup, oui, si on bascule justement sur la médecine humaine, en 2002, de mémoire, il y avait une belle campagne de Santé publique France, ou l'équivalent, qui était les antibiotiques, c'est pas automatique, on s'en rappelle absolument tous. Est-ce que ça a marché? Et est-ce que, justement, la surutilisation des antibiotiques, donc je parle bien de surutilisation, pas de l'utilisation évidemment, mais la surutilisation des antibiotiques en médecine humaine a réduit? Je pense qu'il y a du progrès, effectivement, mais est-ce que ça va marcher assez? Sûrement pas. Donc il faut continuer à essayer de le bien expliquer. Pensez juste à une infection de la gorge. 10% c'est normalement dû à des bactéries, on donne encore 60%, dans 60% des cas on donne encore des antibiotiques. Donc en fait, des fois ça peut passer parce que c'est viral. Après, s'il y a une surinfection bactérienne, bien sûr, il faut donner des antibiotiques. Donc je pense que, comme disait Nicolas, même dans la santé humaine, l'usage est vraiment important. En fait, c'est un bien, les antibiotiques, c'est un bien de l'humanité. Mais il faut bien l'utiliser et partager et avoir vraiment une réflexion là-dessus. C'est quelque chose de vraiment important et il faut bien l'utiliser. Et c'est ça les problèmes aujourd'hui. Et je pense que quelque part, c'est pas par un... C'est que parce qu'il faut mieux développer des outils faciles qui permettent de prendre la décision. Quand est-ce qu'on utilise un antibiotique ou pas? Pareil en santé vétérinaire. Et lesquels utiliser? On peut imaginer des antibiotiques que pour la santé vétérinaire, des antibiotiques que pour les hommes, mais pas mélangés. Donc en fait, il faut vraiment penser à une meilleure utilisation, je pense. Et il y a des outils qui peuvent nous aider. Pensons par exemple à une app, pourquoi pas? Une application. En Écosse, ils sont en train de tenter. Les médecins, ils ont une application où ils rentrent les caractéristiques du patient. Il faut aussi développer des tests rapides qui permettent de dire quels seraient les meilleurs antibiotiques à utiliser. On n'essaie pas d'utiliser les antibiotiques des nouvelles générations, le dernier recours tout de suite, parce qu'on ne veut pas gâcher ces cartouches-là. Donc peut-être il y a des moyens vraiment de mieux réfléchir à comment les utiliser. Et je pense que quelque chose de très important, c'est aussi d'éduquer la population. Quelque chose de sensibiliser plus, parce que pour moi, votre campagne, moi je suis italienne, donc je ne l'ai pas connue, mais j'en ai entendu beaucoup parler. Et je n'ai pas l'impression que ça a marché. J'étais surprise de combien les Français, finalement, par rapport aux Italiens, utilisent beaucoup plus de médicaments. Et tout seul, en fait, sans aller chez les médecins. Alors, ça, il y a deux choses. C'est-à-dire que moi, la première chose qui me surprend, justement, c'est ça, c'est qu'il y a encore des médecins qui prescrivent des antibiotiques non nécessaires. Parce que depuis 2002, il y a au moins une, voire deux générations de médecins qui ont été reformés intégralement, donc ils sont tous passés par les bancs de la fac dans ces périodes-là. Et la deuxième raison, oui, c'est, justement, quand on parle justement du public, alors il y a l'éducation, et il y a peut-être aussi une question qui m'interroge, c'est avec la dégradation de notre système de santé en France, avec le fait qu'il devient parfois difficile d'avoir accès à un médecin. Est-ce que justement l'automédication n'est pas un danger aussi? Parce que dans le doute, nous on n'est pas médecin, donc... C'est sûr, l'automédication, oui, c'est sûr. Parce qu'on a, ça marchait par la dernière fois, je reprends, il m'en reste, etc. Et c'est vraiment quelque chose à pas faire, quoi. Vraiment, c'est sûr. L'effet qu'il y a de moins en moins, c'est de plus en plus difficile de prendre rendez-vous avec le médecin. Oui, ça peut dériver vers là, et ça c'est très dangereux. Après, je pense que quelque part, comme disait Nicolas, c'est une maladie sans malade clair. Et donc, en fait, un cancer, on y va chez les médecins, on fait les traitements, etc. Là, on ne le voit pas, c'est moins tangible, c'est une maladie invisible. Et ça fait que c'est plus difficile, cette utilisation, même des côtés de tous les systèmes de santé, les infirmières, etc. C'est pour ça, les personnels. Je pense qu'il faut vraiment une éducation plus globale. Et il faut avoir une conscience plus forte.
En fait, moi, je viens du monde du cancer. Je dirigeais un labo qui s'intéressait à faire des agents anticancéreux. Et un jour, ça m'est arrivé, je n'ai pas vu un collègue pendant un mois. C'était quelqu'un de vraiment très en forme, très physiquement, vraiment. Et il est revenu méconnaissable. Je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il m'a dit une infection résistante aux antibiotiques. Je lui ai dit mais non, tu plaisantes, c'est pas possible. Tu étais où? Et en fait, non, c'était en France, c'était à Toulouse, tout simplement. Et donc, je pense qu'il faut vraiment prendre conscience de ce que c'est. Et c'est difficile. Il n'y a pas des associations de patients, par exemple, vraiment dédiées aux maladies. Avec infection nosocomiale, c'est le seul truc qui s'y rapproche un peu et on va trouver ça. Mais ouais. Donc, et puis, il y a surtout le fait, il y a aussi cette espèce de foi en disant si ça arrive, ça arrivera aux autres, ça ne m'arrivera pas à moi. Dans le sens où c'est tellement rare, c'est tellement exceptionnel, ça ne me tombera jamais dessus. Oui, mais si ça arrive, c'est pour ça qu'il faut prendre conscience. Et c'est les personnes âgées, on l'a vu aussi avec les Covid, et même les enfants tout petits qui sont les premiers malades. Et justement, c'est un problème de santé publique, exactement comme la vaccination. Le comportement collectif protège les individus plus que le comportement individuel. Et du coup, la question, on en parle relativement peu. C'est-à-dire que, là j'ai parlé de scénarios post-apocalyptiques, mais de science-fiction, mais en vrai c'est pas si science-fictif que ça. Comment ça se fait qu'on en parle si peu dans l'espace public et comment ça se fait que, surtout post-Covid, où on a quand même, la population globale a quand même un peu augmenté son niveau de jeu en termes de connaissances médicales basiques. Comment ça se fait qu'on en parle si peu justement de ça, de cette thématique-là? Je pense qu'il y a plusieurs pistes d'explication, mais je vais revenir sur une là, dans une minute pour rebondir sur un des termes que vous avez utilisé. Mais je pense qu'une des premières choses, tu l'as dit, je l'ai dit tout à l'heure, c'est cette histoire de maladie sans malade. On a du mal, le public a du mal à s'approprier. C'est un terme aussi, antibiorésistance, c'est un terme très technique, un terme d'expert au fond. Vous demandez, il y a des travaux qui le montrent, vous demandez dans la rue c'est quoi l'antibiorésistance, les gens souvent répondent c'est comme moi je suis résistant aux antibiotiques, alors que c'est la bactérie qui est résistante. Peut-être faudrait même trouver un terme plus facilement appropriable, et donc c'est ce problème c'est difficile d'avoir des communautés de patients qui partagent des expériences. Et je le disais parfois un peu pour être taquin, mais alors effectivement la campagne de 2002 a beaucoup marché, et je crois qu'elle a eu, j'ai pas les données précises en tête, il y a eu une baisse sur le coût, puis après c'est reparti un peu à la hausse, mais les campagnes récentes de lutte contre pour la réduction des antibiotiques, justement, elle est incapable de montrer des patients, des malades de l'antibiorésistance. Souvent, elle montre, la dernière en date, elle montre des mauvais malades. C'est-à-dire, c'est une campagne qui montre quelqu'un qui tousse, qui a une écharpe et qui a une angine. Et en fait, est-ce que vous auriez pas dû prendre un antibiotique ou je sais plus, une petite fille, etc. Donc, c'est des mauvais patients qui se comportent mal parce qu'ils prennent des médicaments qu'ils n'auraient pas dû prendre. Forcément, c'est un peu dur de se retrouver, de se sentir un peu, on peut se sentir concerné, mais en tout cas d'une manière un petit peu plus positive, où on pourrait dire non mais ok, je prends conscience, et peut-être qu'il faut se mobiliser. Là, on est vraiment dans le shaming du patient, et moi je crois pas que ce soit, et parfois aussi du médecin qui aurait prescrit le mauvais antibiotique ou qui n'aurait pas eu tort de le prescrire. Ça, je crois pas que ce soit hyper mobilisateur. Et parce qu'on sait en plus par ailleurs que ce qu'il faut c'est transformer tu disais le système, aujourd'hui quand on a du mal à avoir un rendez-vous à l'hôpital, etc., on va vite vouloir se procurer un antibio, et il faut avoir accès à une meilleure médecine, une médecine plus préventive, plus holistique, qui n'est pas dans une médecine d'urgence, du soin, de la cure, et ça c'est assez difficile. Et je trouve qu'en médecine vétérinaire, qui a des bons résultats depuis une dizaine d'années sur la baisse de l'utilisation des antibiotiques, c'est parce que cette transition est en cours vers une médecine plus préventive, plus holistique, où on essaye de pas juste réagir à l'émergence d'un pathogène, mais en fait de travailler sur l'ensemble des conditions d'émergence, les facteurs techniques, économiques, sociaux, des conditions de vie qui peuvent un peu prévenir l'apparition des maladies. Et je pense que si on arrivait davantage à basculer vers ce type de médecine, aussi en médecine humaine, ça marcherait mieux.
Et juste ce que je voulais dire quand vous dites bon, pourquoi on a du mal à mobiliser, pourtant on l'a, le scénario post-apocalyptique, on est dedans, etc. Bah, moi, un des trucs que je dis souvent, enfin depuis quelques temps, je dis bah, c'est peut-être bien ça le problème. Parce que on a... Alors, c'est vrai que dans un certain nombre de cas, les imaginaires catastrophistes, dystopiques, sont mobilisateurs. C'est très clair. Le Covid, voilà. Et puis les grandes histoires de H5N1, etc., où maintenant même on reproche d'en avoir presque trop fait, on a mobilisé par la peur, par la catastrophe, etc. Mais ici, c'est un problème, on l'a dit tout à l'heure, qui est un peu plus subtil, un peu plus complexe. On ne sait pas trop le définir. C'est les antibiotiques, en fait, c'est vachement important. Donc, en fait, il faut moins les utiliser pour les préserver. Enfin, c'est subtil. Et moi, je crois qu'au contraire, on a davantage besoin d'imaginaires aussi plus utopiques, en fait. Parce que, au fond, c'est quoi un monde sans antibiotiques ? Et je trouve qu'on ne sait pas définir ça, parce que le monde sans antibiotiques, il nous fait peur. Et pourtant, c'est ce qu'on nous dit de faire. Il faut arrêter de les utiliser pour les préserver. Donc il faut qu'on arrive à un monde avec moins ou mieux d'antibiotiques, et en même temps, le monde avec moins d'antibiotiques, c'est l'imaginaire de la peur. Donc en fait, on est complètement perdu là-dessus. Et alors que, si je regarde côté agriculture, c'est facile de penser un monde sans pesticides, un monde sans OGM. Ça fait rêver, il n'y a pas de problème, on peut se mobiliser pour essayer de faire ça. Alors, pour le coup, c'est assez peu efficace, mais ça, c'est d'autres raisons. Mais le monde sans antibiotiques, alors qu'il faudrait pouvoir le définir. Alors, ça ne veut pas dire sans, en réalité. Il faudrait plutôt dire mieux, moins. Moi, j'aime bien, en anglais, on dit antibiotic free. Et ça, c'est plus intéressant, parce que ça veut dire libérer de quelque chose. Pour moi, c'est libérer de la dépendance aux antibiotiques. Mais ça ne veut pas dire ça veut pas dire sans antibiotiques. Nécessairement. Et en fait, je pense qu'il faut qu'on puisse avoir un imaginaire qui nous fasse rêver de ce monde où on a une vision préventive des maladies. Les antibiotiques sont là, mais ils sont là au bon moment, au bon endroit, quand vraiment il y en a besoin. Et on n'en a pas besoin sinon, parce qu'on a su transformer nos structures sanitaires et alimentaires de manière à ce qu'elles puissent s'en passer au quotidien, qu'elles puissent s'en passer comme une béquille, d'une certaine manière. Et ça, je crois qu'on n'y est pas du tout sur cette capacité à produire un imaginaire plus utopique, enfin qui peuvent. Je dis pas qu'il faut pas parler de la catastrophe qui pourrait arriver, parce que ce serait une catastrophe. Mais il faut réussir à contrebalancer, parce que cette question de la résistance aux antibiotiques, elle est plus subtile, plus complexe que la question des pesticides, ou la question peut-être d'une autre maladie infectieuse, où là, voilà, c'est pas pareil. Si je peux répondre, je pense qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas une idée comment on peut imaginer, il faut l'imaginer un monde où on l'utilise mieux, ces antibiotiques. Je pense que quelque chose qui a été dit, c'est la prévention est très importante. La prévention qui se passe via l'hygiène, l'environnement, les animaux, l'agriculture, les hommes. Et quelque chose que tu as cité, c'était les vaccins. Et là aussi, c'est quelque chose où il faut investir, en fait, dans les maladies infectieuses. Les vaccins permettront de prévenir et d'avoir pas besoin tout le temps des antibiotiques. Donc là aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille, du point de vue des recherches fondamentales, la recherche appliquée, mais aussi du point de vue sociétal. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose d'important. Donc dans ce monde utopique, je pense qu'il faut ça aussi les mettre en compte. Mais justement, c'est une des grandes forces de la science-fiction, c'est-à-dire que certes, elle offre des récits, entre guillemets, d'alerte, post-apo et compagnie, mais aussi justement, dans certains cas, des modèles à suivre, des choses à atteindre, en échappant, on va dire simplement à comment est-ce qu'on est arrivé jusque-là, c'est pas grave, on ne sait pas comment est-ce qu'on est arrivé jusque-là, on part du principe que ça a été lieu, mais par contre, on montre ce modèle-là. Donc oui, je pense que c'est aussi une bonne façon de montrer quelque chose. Moi, ce que je propose, il est 45. On peut laisser la place un peu pour les questions au public. Question un peu de Béotien. Vous parliez tout à l'heure du mythe qu'on puisse trouver des antibiotiques et qu'on puisse, d'une certaine façon, gagner la course de l'armement contre les bactéries. Ma question est, on connaît de plus en plus de choses sur les bactéries, elles sont séquencées, on a accès à des outils comme l'édition du génome, on a des nouvelles approches qui apparaissent. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'on va se retrouver dans une situation où on sera confronté à une absence d'antibiotiques et qu'on ne trouvera pas, d'autres approches qui permettront de lutter contre les bactéries? Alors, il y a beaucoup de recherches faites
pour essayer de trouver notre approche. Effectivement, vous avez tout à fait raison, les connaissances augmentent et donc on continue à comprendre de plus en plus. Mais c'est vrai que, par exemple, du point de vue chimique, on commence à voir un peu épuiser les cartouches. Les bactéries, ces microbes évoluent très rapidement. Dès qu'on trouve une cartouche, ça y est, après 1-2 ans, des fois, la résistance apparaît. C'est une course vraiment sans fin. Et il faut un peu sortir de cette course. Donc, à la fois, il y a des nouvelles technologies, de nouveaux types d'approches. Par exemple, la phagothérapie, c'est quelque chose qui est en train d'être exploré, mais elle a d'autres contraintes et d'autres difficultés pour qu'elle soit vraiment adaptée. Là, c'est vraiment des virus, des bactéries qui tuent les bactéries. On peut être spécifique, ce qui est très intéressant. À la fois, des fois spécifique, c'est double tranchant aussi. On trouve de nouvelles cibles, par exemple, de nouvelles cibles avec les connaissances des bactéries ou des microbes. Et on peut cibler ces nouvelles cibles, mais comme je vous disais, ça évolue encore, il y a de nouvelles voies de résistance. On est aussi très inventif. Aujourd'hui, on essaie de trouver de nouvelles cibles un peu plus larges. Donc à la place de, par exemple, cibler les microbes, qui lui va évoluer vite, les microbes, quand il attaque l'hôte humain, par exemple, il va bypasser les défenses de l'hôte humain. Vous avez vu. Et l'hôte humain n'arrive plus à combattre. Et pourquoi pas remettre ses défenses? On peut aujourd'hui commencer à comprendre les mécanismes qui font en sorte, par exemple, que les défenses sont mises sous silence ou sont bypassées, et pour essayer de les remettre. Et là, il y aura beaucoup moins de résistance, normalement, parce qu'on agit cette fois-ci sur l'hôte. Donc oui, bien sûr, on est en train de penser... Les bactéries font des biofilms pour se protéger, justement, encore plus résistance. Donc on essaie de trouver maintenant des cibles dans les biofilms qui peuvent être aussi des cibles mécaniques, pas uniquement... Donc oui, bien sûr, il y a beaucoup de recherches. Mais pour l'instant, on commence un peu à avoir épuisé les cartouches, disons, de ce qui a été fait depuis les années 50. Il y a eu vraiment beaucoup de molécules qui ont été mises. Mais je vous dis, c'était cette lutte continue où il y a une évolution très forte. Je vous faisais l'exemple de la malaria tout à l'heure, ou l'artémisine, qui est un produit naturel, qui n'est pas utilisé plus toute seule. Aujourd'hui, on fait les combinaisons, parce que justement, on essaye de ralentir cette résistance. Si on cible plusieurs... les molécules sont dirigées contre plusieurs cibles, c'est plus difficile d'évoluer et de trouver des mécanismes de résistance. Mais on continue et il faut continuer. Non, parce que je pensais aussi qu'il y a une histoire peut-être de modèle, c'est-à-dire que beaucoup d'antibiotiques proviennent de la recherche commerciale, où il y avait surtout un système de criblage. On faisait des matières actives, on cherchait quelles sont les matières actives qui fonctionnaient, et puis on essayait d'en trouver une qui fonctionnait bien et de faire du profit dessus. Et là, maintenant, on a quand même aussi... Est-ce que c'est une histoire d'investissement, j'allais dire, dans la recherche fondamentale, dans la recherche publique, parce que les connaissances, et c'est exactement ce que vous venez de nous expliquer, sont énormes. On a vraiment accès maintenant à énormément de connaissances qui peuvent nous permettre peut-être d'avoir d'autres approches, sans remettre du tout en question tout le côté vertueux et tout le côté nécessaire d'avoir une utilisation des antibiotiques autrement. Mais... Je pense que oui, il y a une partie, je reviendrai après, un problème d'investissement, mais une partie aussi initiale. Oui, les criblages, c'était très bien, c'était des criblages assez simplistes. Aujourd'hui, avec les connaissances, on peut imaginer des criblages de plus en plus compliqués, appuyés aussi avec l'intelligence artificielle, mais aussi nouveaux chimiques, il faut qu'on en continue à inventer. Si on crible toujours les chimiothèques, le même espace chimique, il faut aussi qu'on invente au niveau chimie. Donc là aussi, il y a des choses à faire. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. On peut toujours être inspiré par la nature, mais pas seulement. Moi, je suis chimiste, donc je peux plus facilement parler là-dessus. Et après, il y a un problème d'investissement. Et aussi, on voit de moins en moins de gros industriels qui sont investis. Il y a des PME, effectivement, qui s'investissent. Il y a les chercheurs qui s'investissent. Mais à un moment, il faut traduire la recherche fondamentale en translationnel. Et les gaps entre la recherche fondamentale et arriver à l'industriel, les gaps sont beaucoup plus importants. Et ces investissements manquent. Parce qu'effectivement, c'est moins rentable pour l'industriel d'investir dans les antibiotiques. Donc il y en a, heureusement, mais c'est pas assez. Et les start-up, c'est pas rentable pour eux. Il y avait un collègue qui nous a présenté des résultats en novembre où il montrait ils ont réussi à mettre finalement l'antibiotique arrivé à des étapes cliniques, mais ils ont fait faillite.
Donc oui, il y a un problème d'investissement. Il y a un problème des modèles économiques, je dirais. Et donc il y a beaucoup de réflexions aussi là-dessus. Quel est le meilleur modèle économique? Et aujourd'hui, on est un peu... effectivement, il y a beaucoup de questions, il faut qu'on résoudre. Et c'est important, et il faut en prendre conscience. Donc oui, il y a aussi un problème de ce côté-là qui est très grand. Bonjour, j'ai deux petites questions. Est-ce que si on arrêtait un certain nombre d'antibiotiques, ça ne permettrait pas de les faire revenir? Parce que, bon, je suis virologue, hein, donc je prends l'exemple du Tamiflu qui était utilisé contre la grippe, qui a été réformé après 2 ans parce qu'il y avait des résistances qui sont très vite apparues. Mais maintenant, les virus qui recirculent sont globalement un peu plus sensibles. Donc, est-ce que réformer les antibiotiques pas très efficaces permettrait de les voir réémerger dans quelques années? Et une question plus sociétale, quel est le niveau d'acceptation par les agriculteurs de la réduction des antibiotiques? On a vu qu'ils ont un peu manifesté récemment. Et je voulais savoir à quel point ils étaient ouverts à cette discussion et à ce changement de paradigme. Sur la question de lécher, d'arrêter l'utilisation de certains antibiotiques, laisser en jachère, je pense que Paola aura plus de choses à dire, mais effectivement, il me semble qu'il y a des expériences qui prouvent que c'est le cas, qui montrent aussi à quel point on peut avoir des politiques locales aussi à des échelles d'établissements hospitaliers, voire de régions d'élevage, où on peut, la résistance n'est pas la même toujours partout. Et puis après ça pose d'autres problèmes. Il y a des histoires assez, parce que entre médecine humaine et médecine vétérinaire on n'utilise pas toujours les mêmes, donc l'histoire de la colistine est assez drôle puisque les médecins qui l'ont longtemps utilisé avaient cessé de l'utiliser dans les années 70-80 parce qu'au profit d'antibiotiques plus moderne, on l'avait laissé aux vétérinaires, et puis finalement 30 ans plus tard, on se rend compte qu'en médecine humaine, il y a des résistances qu'on peut retraiter par la colistine, donc après, mais en même temps de nouvelles résistances viendraient du côté de la médecine vétérinaire, donc on veut interdire aux vétérinaires d'utiliser cet antibiotique qu'on leur avait laissé il y a 30 ans, et eux ils disent bah oui mais là c'est compliqué, on peut pas s'en passer, c'est aussi complexe dans une logique One Health, mais effectivement je pense que de fait, et peut-être que Paola réagira, c'est un phénomène qui existe et sur lequel on peut peut-être s'appuyer. Après, les éleveurs français, je pense que l'idée, c'est quand même aujourd'hui assez bien répandue à accepter qu'il faut baisser. De toute façon, ça baisse. Après, on peut toujours essayer d'aller plus loin et d'aller titiller certains usages qui restent problématiques, etc. Mais faisait référence à la mobilisation récente là, des agriculteurs. Une des revendications, ça a été plutôt au contraire le problème en fait des agriculteurs d'autres pays qui eux utilisent des antibiotiques davantage, comme toujours par exemple en facteur de croissance par rapport aux agriculteurs français et européens, et que malgré tout on commercialise les produits sur le seul territoire national. C'est tous les débats sur mesures miroirs, etc. Donc en fait je pense que la réduction des usages d'antibiotiques dans l'agriculture française et européenne en fait est aussi un levier à l'inverse pour tenter de faire des pressions sur des politiques internationales, etc. Et je crois que en tout cas les organisations agricoles qui étaient sans doute derrière ces mobilisations pointaient plutôt ça du doigt que la défense de l'utilisation de certains antibiotiques, même s'il y a aussi des organisations agricoles et vétérinaires qui sont là pour, et qui a sans doute à juste titre revendiqué le fait qu'on ne peut pas complètement interdire non plus les antibiotiques en agriculture. C'est aussi des molécules importantes pour soigner des animaux malades. Dans certains cas, ils sont justifiés. Oui, bonjour à tous. Moi, c'était justement pour rebondir sur le modèle économique. Je travaille pour le numéro 1 mondial des services à l'environnement, qui est une entreprise cotée au CAC 40, pour lequel elle est sur un des biens communs les plus précieux pour l'ensemble de l'humanité, qui est l'eau. Et nous opérons sous forme de délégation de services publics, avec derrière une réglementation qui est colossale et qui est nécessaire pour faire en sorte que l'activité économique qui est quand même sous-jacente à notre quotidien ne se fasse pas contre les intérêts du plus grand nombre. Et donc, évidemment, quand je vous entends, j'ai envie de dire, mais pourquoi les grands groupes pharmaceutiques ne sont pas des délégations sous forme de délégations de services publics, de manière à ce qu'il y ait des champs qui soient quand même, on va dire, instruits, bien que économiquement, pour le moment, il n'y a pas, on va dire, les conditions qui sont
rassemblés et qu'on ne se retrouve pas dans les cas que vous avez évoqués de start-up qui font faillite ou de je vais abandonner ça parce que de toute façon, ça aujourd'hui, mon marché est trop petit. Et aussi pour, par exemple, moi je ne comprends pas en tant que citoyenne, j'ai 54 ans, que ça fait 54 ans qu'on me distribue des médicaments dans une quantité qui est pharaonique par rapport à la durée de la médication que mon médecin me prescrit, quoi. Et où sont tous ces médicaments, où est tout ce surplus aujourd'hui, comment il circule, comment il pollue l'environnement et comment il alimente l'automédication. Donc moi j'aurais aimé, parce que c'est une question, c'est vous avez éveillé ma curiosité, c'est est-ce qu'aujourd'hui, quand on dit qu'il y a des réflexions sur le meilleur modèle économique, etc., est-ce qu'il y a une véritable volonté? Et deux, c'est dans quelle direction elle est en train d'émerger? Est-ce que la DSP, par exemple, ça a du sens? Est-ce que vous pouvez un peu développer cet aspect qui me semble fondamental? Alors, oui. Je reviens juste à l'histoire des trop de médicaments. Effectivement, par exemple, en Angleterre, les antibiotiques, ils donnent vraiment... C'est les pharmaciens qui préparent derrière. Ils préparent les antibiotiques pour donner la dose exacte. Donc, il n'y a pas de surplus. Donc, c'était quelque chose qui est discuté, qui est débattu, mais c'est compliqué à mettre en œuvre. C'est pas si simple que ça, mais c'est par exemple une des idées qui... Il y a beaucoup de réflexions là-dessus sur les points, votre deuxième point, qui sont menées à l'échelle nationale pour essayer de réfléchir comment effectivement éviter... après, c'est pas vraiment du gaspillage, mais quand même, oui, en partie, parce qu'on pourrait ramener, normalement, on peut ramener ce qui est les surplus. Mais par exemple, il y a le modèle anglais où c'est les pharmaciens qui préparent les doses pour les différents médicaments et pas uniquement les antibiotiques, mais en général tous les médicaments. Pour les modèles économiques, c'est pas mon expertise. J'ai assisté à plusieurs débats et c'était intéressant. On avait organisé aussi ici à Pasteur une table ronde entre les startups et les gros industriels pour essayer un peu de comprendre. C'était organisé dans les cadres du PPR antibiorésistance. On a invité le prix Nobel de littérature, Jean Tirole, qui travaille là-dessus, pour justement discuter là. Alors, je pense qu'il y a une volonté, ça c'est sûr. Les problèmes, c'est que c'est multinational, c'est global, c'est mondial. Donc il faut trouver une solution qui soit plutôt à l'échelle mondiale. Donc au moins européenne. Il faut des réflexions plus large échelle que juste la France pour l'histoire du modèle économique. Donc c'est quelque chose qui est réfléchi, discuté. Il y a des associations, effectivement, il y a des startups qui discutent sur ces points-là. Il y a des organisations, des ONG aussi qui ont pris ça à cœur et qui sont dédiées à discuter là-dessus. Et c'est quelque chose qui est très débattu. Il y a des collègues qui travaillent sur ça, sur les modèles économiques, pour trouver des solutions. Mais il y a une volonté globale. Et les grosses multinationales, certains ont des programmes où, effectivement, ils essayent de pousser ce type de recherche. La recherche de nouveaux antibiotiques. Mais je pense qu'il y a encore un gros effort à faire là-dessus, des grosses réflexions. Il faut plusieurs communautés se mettre ensemble, plusieurs exemples. Donc effectivement, il faudrait s'inspirer aussi d'autres domaines, peut-être, comme vous disiez, pour l'histoire que vous racontez, votre exemple de la gestion de l'eau, que je pense effectivement c'est fondamental. Et on pourrait s'inspirer. Mais je pense que la volonté est liée. Pour l'instant, on n'y est pas encore à avoir trouvé une solution qui soit viable. Et je vous dis, je pense qu'il faut la réfléchir à l'échelle européenne et internationale. Et d'ailleurs, beaucoup de boîtes pharmaceutiques, la plupart maintenant, sont multinationales. Donc il faut vraiment une autre échelle de réflexion. Peut-être vous allez pouvoir rajouter, parce que c'est une question qui vient un peu en continuité, parce que c'est un thème qu'on a abordé vraiment à la marge. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Finalement, c'est le niveau le plus faible d'intervention, d'interférence dans les comportements individuels. Je vous rejoins tout à fait. À un moment donné, vous disiez, il ne faut pas culpabiliser, sinon le patient, du moins l'usager. Au-delà de sa culture, c'est vraiment la question de la régulation des pratiques, c'est-à-dire je ne mettrai pas dans la même logique la question de la régulation de la prescription,
de l'antibiotique. Vous disiez titiller les pratiques en agriculture de la même manière. C'est la question vraiment de la régulation. Donc je vais avoir deux questions pour vous. La première, c'est finalement dans cette journée tournée autour de la science-fiction. Quelles seraient vos hypothèses de science-fiction sur comment on pourrait améliorer nos pratiques de régulation autour des antibiotiques et sans se mettre de limites a priori. Bien sûr, hein, l'idée, c'est pas de tomber dans une forme de régulation autoritaire, mais à un moment donné, on parle de bien public, donc quelle est la place de l'autorité publique ? Et la deuxième question, c'est finalement, en France, on sait très bien qu'on a une approche sur les questions, on va dire, d'efficience pour aller très vite, c'est-à-dire à un moment donné, de contraindre les pratiques pour qu'elles correspondent à vous disiez, un usage optimal ou un meilleur usage, là, en l'occurrence des antibiotiques. On a une approche qui... se dire c'est un problème mondial, on déplace le problème. Qu'est-ce que nous on pourrait faire en France ? Finalement, quelles seraient vos positions ? Ma question est beaucoup plus, est extrêmement ouverte. Finalement, quelles actions pourraient être prioritaires sur l'usage des antibiotiques, indépendamment de leur faisabilité, et deuxièmement, en France, quels sont un peu nos verrous, peut-être culturels, peut-être en termes de conflits d'intérêts, quels sont nos verrous pour aller plus loin que les autres antibiotiques, c'est pas automatique, ou plus loin que simplement l'incitation des acteurs individuels qui par ailleurs sont soumis à leurs propres contraintes. Bon, c'est une question un peu risquée, là, forcément, que vous nous posez, mais je ne sais pas si je suis très fort en science-fiction, mais un truc, deux idées qui m'arrive de dire, je ne suis pas le seul à la dire. La première sur la question, effectivement, de comment essayer de limiter les prescriptions, et qui rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure sur comment on développe aussi des approches préventives. Si on regarde qu'on compare le modèle français, je parle ici de médecine humaine surtout, avec des travaux sur l'Angleterre, sur les Pays-Bas, sur la Scandinavie, j'ai envie de vous dire, fin du paiement à l'acte et obligation d'une consultation de 45 minutes. Parce qu'on sait que plus la consultation est longue, moins on ressort avec des médicaments sur la prescription. On ressort avec des conseils. Mais on sort, et ça, il y a des travaux qui le montrent. Donc, plus vous faites des consultations courtes de 10 minutes, de 15 minutes, plus vous avez de chances de ressortir avec une prescription comme le bras. Et on sait aussi, comparativement à d'autres modèles qui reposent, les Pays-Bas par exemple, ce qu'on appelle le paiement par capitation, c'est-à-dire au forfaitaire, les médecins prescrivent moins quand en fait il n'y a pas d'argent dans la transaction médicale, en fait, directe. C'est-à-dire que quand un médecin suit une patientèle de 500 patients et il est payé par l'assurance maladie X euros par son patient à l'année, qu'il le voit ou pas. Donc en fait, le médecin, là, ce qui est important pour lui, c'est même de ne pas voir son patient plutôt que de le voir. Et pour ça, forcément, vous lui donnez des conseils, vous essayez de mettre en place des approches préventives et du coup, encore moins d'antibiotiques. Donc ça, ouais, ce serait les premières pistes qui, pour le coup, titillent pas mal quand je l'ai dit devant des organisations professionnelles médicales françaises. Et sinon... alors moi je ne travaille pas sur les SUD, mais on a assez peu parlé des SUD l'antibiorésistance c'est vraiment un problème mondial et souvent dans les cadrages aujourd'hui on voit les SUD c'est une menace, c'est de là que viennent les résistances, c'est là qu'il faut faire attention, les bactéries les plus dangereuses elles viendraient d'Inde, elles viendraient d'Asie, elles viendraient d'Afrique, etc. Et je pense qu'il faut, il y a un anthropologue qui bosse là-dessus, qui disent, il faut vraiment changer ce regard-là, parce que si on regarde les données, là où il y a les plus grands usages d'antibiotiques, c'est dans les Nord, et là où il y a le plus grand nombre de morts liées à l'antibiorésistance, c'est dans les Sud. Donc en fait, la menace, en fait, c'est plutôt les Nord qui sont une menace pour les Sud. Et en fait, il y a des endroits dans le monde où la lutte contre les infections résistantes ou les infections bactériennes tout court, c'est pas un problème d'excès d'antibiotiques, c'est un problème d'accès aux antibiotiques. Il y a le jeu de mots antibiotic excess versus antibiotic access, et que si on était capable
nous, on a besoin de réduire l'utilisation des antibiotiques, mais il y a des endroits où on a besoin, il ne s'agit pas de dire qu'il faut l'augmenter, mais il faut garantir un meilleur accès à des antibiotiques de qualité et les rendre disponibles. Et ça permettra de lutter contre en fait, tout un tas d'affections classiques, et y compris qui sont des terreaux pour le développement de résistance. Et donc voilà, je pense que ces deux pistes vaguement iconoclastes, si je puis dire, parce que pour le coup, elles sont dites par ailleurs, auxquelles il faudra mieux réfléchir. Ouais. Et moi, pour la science-fiction, en fait, vous avez vu pour les Covid, il y a les tests Covid, où les patients qui sont atteints des diabétiques, ils font un test et ils décident combien mettre des doses, etc. Pourquoi pas imaginer ça, en fait? Le diagnostic est fondamental. Si on arrive à bien diagnostiquer, il y a une bactérie ou pas, ce serait chouette. On pourrait mieux utiliser. Et ça, je pense, c'est à la portée. C'est possible. J'ai vu une conférence la semaine dernière d'une collègue hollandaise qui montrait qu'elle essaie d'utiliser justement les tests Covid pour détecter une bactérie chez des patients qui est difficile à détecter pour justement traiter de façon correcte. Bon, c'est au niveau vraiment du laboratoire pour l'instant, mais qui sait, peut-être ça va marcher. Il faut développer le photomaton des tests antibactériens. Et je pense qu'on va prendre une dernière question. Après, je pense qu'on va s'arrêter là, mais une dernière question. Donc bonjour. Pour peut-être entrer un peu à l'interface entre la science-fiction et ce qu'on parle, il y avait un film, je pense, qui s'appelait Judge Dredd. À un moment, ils hésitent de se toucher parce qu'ils ne sont pas suffisamment propres. Donc chacun est resté à 10 cm de chacun. Donc ma question, c'est sur l'hygiénisme ou le surhygiénisme. On regarde tous la télé, on voit des publicités sur le dernier savon qui va nettoyer plus propre que propre. Il y avait des dentifrices à 12 heures de bonne haleine, maintenant c'est à 24 heures. Donc même pendant le sommeil, on doit avoir la bonne haleine. Post-Covid, il y a toujours les gels hydroalcooliques qui sont disponibles et utilisés en excès. Je ne sais pas combien de tonnes, de litres de gel hydroalcoolique on a déversé. Qu'est-ce que vous pensez de cette tendance à pousser la société vers l'usage et la propreté à l'excès et qui, du coup, passe aussi derrière à avoir l'antibiotique tout le temps? Je pense que c'est une question complexe sur laquelle en fait, on peut avoir des réponses opposées. Moi, mais je veux dire déjà la question de l'hygiène, c'est pareil. Il faut relativiser en fonction des contextes. Il y a des régions du monde où on a besoin de systèmes de traitement des eaux usées parce que ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est des causes massives de prolifération des germes et de dissémination des bactéries d'AMR. Enfin, on parle du choléra en ce moment, je crois que c'est à Madagascar, clairement, avec des meilleurs systèmes hygiénistes dans les villes, on n'en serait sans doute pas là. Après, effectivement, et ça c'est des débats qui sont intéressants en agriculture, on les a entre l'agriculture biologique versus une agriculture plus chimique, on va dire, et où on va dire, en fait, laisser sortir les animaux de ces fermes hyper biosécurisées, etc., et les laisser gambader dans les prés et s'exposer en fait à tout un tas de pathogènes, de conditions climatiques, etc., ça favorise l'immunité, en fait, et que ce que vous appelez le surhygiénisme a tendance en fait à fragiliser, peut avoir tendance à fragiliser des systèmes immunitaires, du coup, qui seraient peut-être plus sensibles aux pathogènes. Moi, je ne suis pas biologiste ni médecin, je ne sais pas forcément trancher, mais effectivement, il y a des récits, il y a des discours d'une vision des écologies microbiennes qui iraient dans ce sens-là. Ouais. Je suis un peu sur la même idée, effectivement. L'équilibre viendrait du microbiote qu'on peut mettre, qui fait un équilibre entre les résistants et les non résistants. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est le mécanisme, les flores de barrière et puis tout ça. Il faut garder l'équilibre, effectivement, mais c'est complexe. Comme Nicolas disait, c'est une question complexe. Mais c'est sans doute des pistes, y compris intéressantes à creuser. J'imagine. Mais en fait. Moi, je ne sais pas, mais moi, je me rappelle ma grand-mère qui travaillait à la Poste, donc elle avait du public, ils avaient un écran, et en tout cas, elle se lavait toujours les mains en rentrant, et systématiquement, elle se lavait les mains. Donc c'est quelque chose qui finalement il y avait avant les Covid, en tout cas peut-être dans la génération d'avant.
Combien de personnes, quand ils ont été dans le transport commun, rentrent chez eux ou viennent au travail, ils se lavent d'abord les mains avant de continuer? Ça aurait été une barrière d'hygiène, une geste très simple qui aidait beaucoup. Et en tout cas, c'était du bon sens. Et même Pasteur, une des premières choses qu'il a fait, c'était justement mettre en place des mesures d'hygiène assez simples, comme se laver les mains ou des choses comme ça. Donc, il faut trouver un juste équilibre et la question, effectivement, est complexe. Et sur ces bonnes paroles, je propose de nous arrêter là pour aujourd'hui. La discussion était vraiment très intéressante. Je pense qu'on pourrait la continuer pendant au moins 1 heure, voire plus. En tout cas, je propose de les applaudir et de les remercier beaucoup pour leur contribution.